Bienvenue. Aujourd'hui, on explore un document fascinant, un manuscrit qui nous vient d'un certain Jacques Denis. Il aurait vécu, adolescent, les attaques de la bête du Gévaudan. Oui, un texte présenté par Abel Chevalet et qui nous donne une perspective, on va dire, très personnelle sur cette période de terreur au XVIIIe siècle. Notre but, c'est un peu de décortiquer ce témoignage entre l'horreur vécue au quotidien et puis le mystère qui demeure. Exactement. Et ce Jacques Denis, il serait né en 1748, donc il aurait eu entre 16 et 19 ans pendant les faits principaux. Alors, même si l'éditeur lui-même, Chevalet, émet quelques doutes sur l'authenticité totale. Oui, il le dit d'emblée. Voilà. Mais l'intérêt, c'est ce regard de l'intérieur, celui d'un témoin du peuple, loin des rapports officiels. On plonge vraiment dans la chronologie vécue et surtout dans la psychologie d'une population terrorisée, quoi. C'est rude, mais... Paisible, ouais. Jusqu'à ce que des rumeurs arrivent de Langogne. Une bête attaque. Et tout de suite, elle est décrite comme... pas comme un loup ordinaire. Non, justement, les témoignages que rapporte Denis insistent là-dessus. Une tête plus grosse, un museau allongé, comme un livrier, une raie noire sur le dos, une queue touffue, très mobile, et des griffes, pas de simples ongles. Et les attaques. D'une brutalité terrible. Il décrit des cadavres mutilés, souvent des enfants, des jeunes filles. Le foie, les intestins, parfois le cœur, dévorés. La peur s'installe très vite et elle grandit de façon exponentielle quand la bête se rapproche de son village. On imagine l'angoisse. Le père du narrateur y réagit comment? Il donne des consignes, c'est ça? Oui, très concrète. Pour la survie. Rester groupé surtout. Utiliser des armes improvisées. Il parle de baïonnettes rustiques, des sortes de pics, quoi. Ne pas fuir, surtout pas. Signaler sa présence par le feu ou un sifflet. C'est très ancré dans le réel. Et les autorités, pendant ce temps, elles essayent de s'organiser? Elle tente, oui. On lance des chasses, on tue des loups, mais la bête, elle court toujours. Insaisissable. Elle semble être partout à la fois. Et puis, il y a le mandement de l'évêque de Mende. Ah oui, le côté religieux. Exactement, qui renforce cette idée d'une créature unique, un châtiment divin envoyé contre les péchés. Et il vise particulièrement, dit le texte, la chair idolâtre et criminelle des femmes et des jeunes. Ambiance. Ça devait pas calmer la peur, ça. Et puis, les militaires arrivent, le capitaine Duhamel. Cri débattu énorme, hein. Il parle de jusqu'à 20 000 rabatteurs. 20 000, c'est gigantesque. Incroyable. Et pourtant, la bête échappe. Elle nargue les soldats. Denis, enfin, l'auteur, évoque le découragement, les tensions entre les autorités et puis la méfiance des paysans. Ces troupes parfois indisciplinées et surtout pas efficaces sur ce terrain difficile. Le texte mentionne aussi des actes de courage. Oui, le combat du jeune Jacques Portefaix, ses amis, ou Jeanne Jouve qui défend ses enfants, très héroïque. Le narrateur lui-même dit avoir été attaqué avec sa sœur Jeanne en mars 1765. Il la décrit encore, cette bête différente des loups. La raie noire, la queue mobile, la gueule énorme. Bon, Duhamel échoue, et après, On fait appel à des experts, c'est ça. Les louvetiers normands, les Dunval, père et fils, des professionnels de la chasse aux loups très réputés. Mais là encore, échec. Le père Dunval aurait même dit, selon le manuscrit, que ce n'était pas qu'un loup. Ah, intéressant ça. Oui. Et leur mission se termine un peu en eau de boudin en juin 1765. Nouvelles attaques et des conflits avec la noblesse locale, notamment le comte de Morangier. et c'est là qu'arrive le personnage clé envoyé par le roi, Antoine de Beauterne. Le porte-arquebus du roi, oui. Un grand prestige. Son arrivée en juin 1765 redonne espoir. Sauf que les attaques continuent. Même près de son quartier général au BC. Et ensuite, il y a cette fameuse chasse aux chasses en septembre 1765, où il tue un grand loup. C'est la fin officielle de l'histoire, non? Officiellement, oui. Mais c'est là que le manuscrit de Denis devient vraiment corrosif. Il démonte méticuleusement le procès-verbal de Beauterre. Ah oui. Comment ça? Il pointe les incohérences, les dates, les lieux qui ne correspondent pas. La description du loup abattu qui est forcée pour coller à celle de la bête. Les témoignages jugés douteux. Pour l'auteur, c'est clair. C'est une imposture. Une mise en scène pour calmer la cour à Versailles. Terrible! Et le pire, c'est que ça ne marche pas, en fait. Exactement. On impose le silence, ordre du roi. Mais fin 1765 et en 1766, 1767, les massacres reprennent, de plus belle. Toujours dans le même secteur, autour de Paullac, la Bessère. Le manuscrit égrène une liste macabre de victimes. Et c'est là qu'il parle de sa sœur, Julienne. Oui, Julienne disparaît tragiquement à Noël 1765. Et le texte laisse entendre qu'elle menait sa propre enquête, qu'elle avait des contacts étranges,
notamment avec un certain Antoine Chastel, garde-chasse du coin, au passé un peu trouble. Antoine Chastel, le fils de Jean Chastel, celui qui tue la bête à la fin. Ah, le fils, oui. Le récit s'achève sur ce climat de désespoir total, de méfiance envers toute autorité. Ce sont les habitants eux-mêmes qui organisent les dernières chasses. Et c'est donc Jean Chastel le père qui, après un pèlerinage et avoir fait bénir des balles, aurait tué une bête en juin 1767. Et là, enfin, le fléau cesse. Mais le manuscrit, il ne clôt pas l'affaire. Mais, Il laisse la porte ouverte. tout à fait, Il insiste sur le mystère qui reste entier. Il évoque des théories. des simulateurs humains, du sadisme déguisé, des secrets bien gardés. Donc au final, ce texte, authentique ou pas dans tous ses détails, nous plonge vraiment au cœur de la terreur brute. On touche du doigt l'impuissance, peut-être même la duplicité des autorités. Et la résilience incroyable, mais aussi le désespoir des habitants. Ce qui est fascinant, c'est cette tension permanente entre l'horreur concrète, vécue, et les tentatives d'explication, qu'elles soient officielles, religieuses, qui construisent presque un mythe. Ce manuscrit, même avec ses zones d'ombre, il souligne vraiment cette complexité. Et ça nous laisse avec cette phrase, tirée du texte lui-même. Expliquer un événement comme ça, un fait social, ce serait peut-être juste une espèce de danse devant le mystère. L'histoire, comme il dit, un marchand d'opium. Une question qui résonne encore aujourd'hui finalement. De quoi réfléchir. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration.